C'est par la côte que nous vous proposons d'aborder ce voyage. D'impressionnantes falaises de craie blanche baignées par les eaux de la Manche. Bienvenue sur la côte d'Albâtre. À 1 heure de Rouen, Veules-les-Roses est l'un des plus beaux villages de France et l'un des plus anciens du pays de Caux. Sophie Ozouf est tombée amoureuse de cet endroit il y a 25 ans et n'est jamais repartie. Pour elle, la grande richesse de Veules-les-Roses, c'est son cours d'eau qui traverse le village de part en part. La Veule est le plus petit fleuve de France, 1149 mètres depuis sa source, jusqu'à son embouchure sur la Manche. Un mystère de la nature qui alimente les moulins du village depuis la Révolution française. Au XVIIIe siècle, 11 roues tournent ici pour produire de l'huile de colza. Le moulin des Aïeux est le dernier encore en fonctionnement. Ah, Bonjour, monsieur Berville. Vous allez bien? ça va et vous-même? Ma foi, bien. Claude Berville vit ici depuis 17 ans. C'est lui qui a redonné vie à ce moulin et sa passion est intacte. Voilà. Alors il suffit de tourner la manivelle hein, quand elle veut. Quand elle veut? Bah oui, mais bon, elle a un certain âge aussi, hein. Oui. Pardon, Donc, excusez-moi, mais là. Je vous en prie. Voilà, Ah, voilà. ça y est, superbe. Il fabriquait quoi, votre moulin? Dans un premier temps, il a fabriqué au début du 18e de l'huile. Et ensuite, en 1802 environ, on a construit un étage pour fabriquer de la farine. On dirait un tronc d'arbre au milieu. Oui, tout à fait, c'est un arbre. Hein. Il a été un peu travaillé pour tenir la roue, etc. L'arbre est en chêne massif, bien sûr, et les planches sont en chêne vert. Si tout l'ensemble est en chêne, ça doit être très lourd. Bien évidemment, enfin très lourd, c'est 2 tonnes 5 environ. Bah quand même. Oui, quand même. Grâce à ces moulins, Veules-les-Roses est l'un des premiers villages de Normandie à produire de l'électricité dès 1897, 11 ans seulement après Paris. Nous avons vu la roue à Aume, maintenant visitons le moulin. Ah, c'est vraiment l'escalier d'époque, hein. Alors, c'est l'escalier du meunier. Les planches ont été usées par le meunier. Usé par les pieds du meunier, superbe. À l'étage, la meule intacte pourrait, si Claude le voulait, produire à nouveau de la farine, comme au temps du dernier meunier, parti en 1952. Il a tout laissé en l'état et dans le jus. On va aller voir une des particularités de ce moulin, c'est la chambre du chasse-moute, c'est-à-dire le gardien du temple. Hein. Oh là! Et c'est lui qui devait surveiller le fonctionnement du moulin, parce que quand une meule tourne à vide, elle peut s'échauffer et créer un incendie. Ah, carrément. Carrément. Alors, voilà le chalit sur lequel il se couchait. Bien évidemment, pour que ça soit plus confortable, il mettait de la paille et de la fougère. Ah, d'accord, parce que là, c'est sûr que... J'espère qu'il avait une couverture. Ce que vous voyez là-bas, cette ouverture, c'était simplement le fait qu'il était chauffé par les animaux qui vivaient en dessous. en dessous. Le radiateur, en fait. Voilà. Chaque année à la mi-juin, Claude vous ouvre ses portes avec fierté lors de la journée des moulins. Et comme Sophie, peut-être aurez-vous le privilège de nourrir les truites du moulin des Aïeux. Voilà, il y a des beaux spécimens. Elles sont contentes, les truites. Sophie nous emmène maintenant à la découverte d'un autre secret de Veules-les-Roses. Le village, autrefois appelé Veules-en-Caux, a été baptisé Veules-les-Roses en 1897. En hommage, chaque habitant a planté un rosier devant chez lui. Voilà pourquoi, au détour de chaque ruelle, vous découvrirez une ravissante bourgade fleurie qui mérite son label. Pourtant, une autre plante fait la réputation du village depuis le Moyen-Âge, le cresson. Sophie retrouve Patrick Mailleux, l'unique cressiculteur de la région. Bonjour, monsieur Mailleux. Bonjour. Alors, on est en pleine récolte? Oui, c'est en pleine récolte. Bon. Oui. Heureusement que vous êtes là hein, pour entretenir toutes ces cressonnières. Oui, Et vous êtes cressiculteur depuis quand? depuis l'âge de 16 ans. C'est quand même un petit moment. Ah oui, oui, ça fait presque 40 ans. Autrefois, c'était quand même la seule salade d'hiver. Oui, c'est parce qu'elle pousse que l'hiver, si vous voulez. Que l'hiver, et elle aime pas la chaleur en Non, plus. c'est pour ça que l'été, vous n'en trouverez pas. D'accord. Voilà. Donc, vous, au niveau de la production,
on commence à la fin de l'été et on en a pour jusqu'au... Moi, je commence à vendre le cresson à partir de mi-août, si vous voulez. Oui. Et j'en ai pour jusqu'à fin mai l'année prochaine. Et pourquoi les cressonnières ici, sur la Veule? C'est de l'eau de source. C'est de l'eau de source. Que de l'eau de source. On n'a pas le droit d'utiliser de l'eau de rivière. D'accord. Pour grandir, le cresson de Veules-les-Roses a besoin de 10 cm d'eau pure. Depuis le XIVe siècle, il est donc cultivé directement ici, à la source de ce tout petit fleuve. L'eau, entre 4 et 7 degrés selon les saisons, traverse les cressonnières avant de poursuivre sa route vers la mer. Sur 3200 mètres carrés de bassin, 7 jours sur 7, Patrick Mailleux produit seul environ 300 000 bottes de cresson chaque année. Magnifique. Elle pèse? Elle pèse de 300 à 350 grammes. Et vous en faites combien à l'heure? 120 bottes. 120 bottes à l'heure. Sacré coup de main. Bon, Alors maintenant, il faut vous mettre au travail. bon, on va y aller. Voilà. Bon alors, Alors, on se lance. alors, vous prenez votre... voilà. Là, vous allez en chercher d'autres. Voilà. Et on Voilà. ramasse en dessous. En dessous. On prend en dessous, c'est ça? Voilà. Mettez bien la main en dessous. D'accord. Vous enlevez ça. Voilà. Voilà. Et on peut... Voilà. Voilà. Là, il y a une botte. Là, une botte. Je vous donne rien. Vous passiez là, entre les... Avec le doigt Avec le doigt. qui maintient Et puis, vous lâchez la botte un peu. Et puis, vous tournez. et on tourne. Je défais Vous la mon serrez un doigt. peu, voilà. D'accord. Très bien. Bon, alors après, on part avec la machette. Après, ben, il suffit que vous coupez. D'accord. Bon, elle n'est pas aussi régulière que la vôtre quand même. Comme je mais- vous dis, à la longue, ça va venir. Et vous avez des apprentis, non? Des jeunes Non, qui non, viennent? non, non, j'ai personne. Personne ne veut le faire parce que c'est trop dur. Et l'hiver, il faut avoir les pieds dans l'eau, les mains dans l'eau. Moi, après moi, il n'y aura plus personne. Hein. Personne ne veut le faire. Hein. Pour On va l'instant, falloir motiver les troupes parce Ouais. que quand même, on aimerait bien continuer à manger du cresson de Veule. Ça tient depuis le Moyen-Âge, Ah donc oui, oui, c'est oui, quand oui. même dommage que, Oui, oui, oui. que ça se termine. Oh, vous avez encore une bonne dizaine d'années. Hein. Oui, 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 non, mais je sais bien, mais je pense à mes enfants et à mes petits-enfants, vous voyez. Allez, au revoir. Riche de son terroir, la Seine-Maritime cache aussi des joyaux d'architecture. L'un des plus surprenants se trouve à 40 km au sud-ouest de Veules-les-Roses, par la côte. En plein cœur de Fécamp, les tours d'un château d'inspiration néo-gothique dominent la ville, le palais bénédictine. Sophie y retrouve Yolande de Beuil, la directrice de cet étonnant édifice Renaissance, bâti pourtant au XIXe siècle par un élève de l'architecte Viollet-le-Duc. Bienvenue au Palais Bénédictine. Incroyable. Incroyable. Incroyable de trouver un tel édifice dans le cœur de Fécamp. On est à quelques mètres du port et au détour d'une route, on tombe sur ce bâtiment d'exception qui a été construit par... Alexandre Prosper est né le Grand. Ça ne s'invente pas, personne ne nous croit, mais c'est notre Alexandre à nous, le Fécampois, qui a construit ce palais incroyable. Et vous avez vu, il en a fait un monument excessivement riche, avec des détails, des sculptures absolument partout, qui sont ravissantes, très fines, dans l'esprit du pays Caux, parce qu'il y a un mélange brique et silex. Et vous allez voir que l'intérieur est au moins aussi riche que l'extérieur, en termes d'architecture, en termes de détails, en termes d'inattendus aussi. Je vous emmène ? Avec plaisir. Ce palais immense et extravagant surprend par son audace et son originalité. Depuis sa construction en 1888, il n'a jamais été habité. Son propriétaire en a fait l'écrin de son étonnante découverte. Il est incroyable ce lieu. Comment il en est arrivé à faire un bâtiment aussi somptueux? Alors, il faut savoir qu'au départ, Alexandre le Grand était marchand de vin, fécampois, et que un jour, il travaillait dans sa bibliothèque, qui était composée de nombreux manuscrits, vieux ouvrages, tels que ceux que nous voyons ici, qui provenaient en partie d'abbaye de Fécamp. Et donc, il travaillait dans sa bibliothèque, et il est tombé sur un vieux grimoire qui parlait d'alchimie, qui contenait des recettes. Et notamment une recette écrite en 1510 d'un élixir à base de plantes et épices. Et Alexandre le Grand était intrigué et il a eu envie de recréer la recette. En 1863, Alexandre le Grand s'inspire donc d'une recette écrite 3 siècles plus tôt par Don Vincelli, un moine bénédictin. Un élixir de vie à base de 27 plantes et épices. En hommage, le Fécampois baptise sa liqueur bénédictine et érige un palais flamboyant pour abriter sa production.
Au plafond, sur les murs, jusque sur les vitraux, tout ici rappelle l'histoire de cette liqueur. Mais rien ne dévoile le mystère de sa composition. Nous voici ici, au cœur de la raison d'être du palais, puisqu'il a été construit pour abriter la distillerie dans laquelle nous sommes. Et nous avons des alambics de cuivre martelé, dont certains datent de l'époque d'Alexandre le Grand. Donc, cette fameuse liqueur, 27 plantes et épices des 5 continents, est-ce qu'on peut avoir quelques ingrédients quand même? Absolument, nous avons des sacs. On voit de l'hysope, il y a du thé, il y a du thym, il y a de l'amande amère, il y a beaucoup d'ingrédients, sachant que la recette est secrète et que personne ne la connaît dans son intégralité. Le maître herboriste sait peser, calibrer les plantes et épices. Le maître distillateur ici sait quoi en faire, c'est comment les distiller, c'est comment produire la liqueur. Mais il ne sait pas avec précision ce qu'il y a dans les sacs. Steve, nous en sommes où de l'infusion? Donc la distillation est terminée. Distillation, on a mis les plantes à chauffer. Les plantes ont été infusées pendant 15 heures dans ces grands alambics. L'infusion a été ensuite distillée pour en extraire l'alcool. Des étapes de fabrication tout aussi secrètes, après lesquelles il ne reste plus qu'à vider les alambics. Et aujourd'hui, Steve, le distillateur, met Sophie à la manœuvre. Voilà la paire de gants. Merci, c'est chirurgical. C'est assez physique. C'est du métier. Ça s'improvise pas, monsieur. C'est pas dangereux ce que je fais au niveau des vapeurs? Normalement, il n'y a que de l'eau. Ah bon? On peut y aller alors? Donc, comme on vous expliquait tout à l'heure, tout l'alcool a été distillé, donc retiré. Il n'y a aucun danger. Yolande, avec ça, ce qu'il y a là-dedans, on fait combien de bouteilles de bénédictine? Alors Sophie, je vais vous décevoir malgré tous les efforts que vous faites, aucune bouteille. Parce que cette étape est l'une des nombreuses étapes nécessaires pour élaborer bénédictine. Venez, je vais vous montrer. Je laisse. Steve, merci. Voilà. L'opération à laquelle vous avez participé, ça donne un alcoolat tiré d'une infusion. Les plantes et épices que vous avez sorties de l'alambic ont donné cette couleur feuille morte. Oui, on sait. Ça, c'est une étape. C'est la première étape. Il y a encore 3 alcoolats. Et après, ces 4 alcoolats sont mélangés, puis vieillissent dans des foudres de chêne dans les caves du palais, puis sont filtrés, puis sont chauffés. Donc, il faut presque 2 ans pour produire une goutte de liqueur. Que voici. Voilà le produit que l'on obtient, la liqueur, avec des jolis reflets safranés qu'on voit bien là, parce que notamment on y ajoute du safran, et cette onctuosité de liqueur que l'on voit bien en tournant le verre. Est-ce que vous voulez sentir, Sophie, après tous les efforts que vous avez faits? Oui, Est-ce pour que voir vous le retrouvez vos odeurs? Ah, il y en avait beaucoup, des odeurs. Ben justement, il y en a encore plus là. J'en trouve quelques-unes, mais il y en a d'autres encore. Hein. C'est-à-dire qu'elles sont fondues maintenant. Il y a festival d'odeurs quand même. Hein. Malgré les nombreux mystères qui entourent Bénédictine, son palais, lui, se dévoile sans pudeur. Alors si vous passez à Fécamp, invitez-vous chez Alexandre le Grand. Pas question de quitter la côte d'Albâtre sans découvrir son emblème. 16 km au sud de Fécamp, voici Étretat. Nichée elle aussi au creux d'une valeuse, la ville est encadrée des falaises les plus pittoresques de la région. Sur l'une d'elles, Sophie rejoint Cyriaque le Tuilier. Naturaliste, il connaît chaque recoin de ces falaises et ses nombreuses richesses. Bonjour Cyriaque. Bonjour Sophie. Bonjour. Tu vas bien? Oui, très bien. Je voulais vraiment que ce soit toi qui fasses découvrir ce site extraordinaire d'Étretat, parce que c'est magique. Là, regarde, on domine le paysage, on domine la mer, on se sent puissant. Et puis tout à l'heure, je pense qu'on va se sentir tout petit. Sentiment d'humilité. Est-ce que je peux te porter quelque chose? Ah bah écoute, si tu veux mettre ça sur ton épaule. Alors c'est parti, en avant. Bien, on va s'arrêter un peu plus près, je voudrais te montrer. Tu vois, cet endroit, tu as ce qu'on appelle le chaudron. C'est une anse qui est formée par l'érosion. Tu as vu la belle vue plongeante qu'on a sur la plage et puis l'Arche d'Amont. Donc ça, c'est formé par le recul des falaises.
Le phénomène d'érosion est ici le plus spectaculaire de la côte d'Albâtre. C'est lui qui a sculpté ce panorama exceptionnel. Oh là là, magnifique. L'aiguille était autrefois rattachée à la falaise. C'était elle-même le pilier d'un arche. Pendant longtemps, on a cru que c'était la mer qui venait grignoter au pied des falaises. Et les savants, dans les années 80 à peu près, nous ont dit « ça ne se passe pas par le pied. La raison principale de l'érosion de ces falaises, ça se passe par le haut, par l'eau de pluie qui s'infiltre dans les failles et les fissures, qui va générer un phénomène de glissement. Puis en hiver, la gélifraction, la cryofraction, le fractionnement de la roche, qui va générer les éboulements. » Mais cette arche, on va pouvoir en profiter combien de temps? Parce qu'elle s'érode comme le reste de la falaise. L'arche d'aval, un jour, va s'effondrer. Je ne peux pas te dire quand. Par contre, elle deviendra elle-même aiguille, et ça arrivera un jour. La côte d'Albâtre est le plus grand linéaire de falaises d'Europe. 140 km de murailles, de l'estuaire de la Seine jusqu'à la baie de Somme. Ces falaises, de 100 mètres de haut par endroit, reculent chaque année de 10 à 50 cm. Des éboulements de craie qui donnent à l'eau de la Manche sa couleur blanche, la couleur de l'albâtre. On retrouve ces mêmes falaises en Angleterre. On est situé à peu près à 130 km des côtes anglaises, donc on ne peut pas apercevoir les falaises, elles sont derrière l'horizon. Par contre, il y a 10-12 000 ans, on pouvait traverser la Manche à pied sec jusqu'en Angleterre. Ah oui, quand même. Ces géantes aux pieds solides offrent un refuge idéal pour les oiseaux du littoral. Mouettes, goélands, comme aux espèces les plus rares. Je vais te montrer le grand cormoran. Tu sais que si tu me demandais de choisir un emblème pour la côte d'Albâtre chez les oiseaux, ce serait lui que je te proposerais. Parce que dans les années 30, le dernier endroit où il en restait en France, c'est ici, dans les falaises des Trottantifères. Il avait disparu partout ailleurs. On a protégé l'espèce et aujourd'hui, elle a reconstitué une partie de ses populations, mais ça reste des populations très fragiles. Et pourquoi il reste accroché comme ça à la falaise? Alors ici, c'est ce qu'on appelle un reposoir. Les oiseaux sont aussi bien revenus de la pêche et ils digèrent, ils se posent, ils se reposent pour se réchauffer. Bon, on va aller jusqu'au bout du monde là. Je te laisse passer devant. Ça accroche bien là-dessus. Ouais. On ne sait pas si c'est lunaire, si c'est... Alors si on faisait l'inventaire des espèces d'algues et d'animaux qui vivent ici sur le Platier, à marée basse, on aurait environ 70 espèces d'algues et plus de 400 espèces d'animaux. Ah oui. Par exemple, là, ces espèces de petites billes, elles sont complètement fermées. Et à marée haute, elles s'ouvrent. Ce sont des anémones de mer. Puis après, tu as la patelle, D'accord. le fameux chapeau chinois. Oui. Allons-y. Alors, on va traverser la falaise. Hey. Tu baisses bien la tête parce que Ouais. le plafond est relativement bas. Mais Cyriaque, c'est quoi ces passages dans la falaise? Alors ça, c'est un tunnel qui a été creusé en 1887 par des moines cisterciens. Ouais, c'est eux qui l'ont fait creuser. Et des galeries comme celle-ci, il y en a partout dans la falaise. La falaise, c'est un véritable fromage à trous. Des tunnels qui ont été creusés par l'homme, parfois des tunnels creusés naturellement par le ruissellement des eaux souterraines. Donc on va poursuivre. Fais attention, ça glisse un peu. D'accord. Tu vois? Waouh, c'est impressionnant, grandiose et renversant. Mm. Magnifique. C'est vrai que c'est un paysage qui nous a été confié intact. Est-ce que nous serons capables de confier aux générations futures tout aussi préservé? C'est ce que je souhaite.